dernier colloque? Oui, oui, oui. C'était récent? Absolument passionnant. Ah, d'accord. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. Ok, merci. N'hésitez pas, surtout. Ok. Vous trouvez ça passionnant? Il y a quand même beaucoup de choses à en dire. Hein. Moi, personnellement, et ça reste entre nous, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'étrangers. Des migrants, il y en a trop. Ils veulent tous venir ici. On ne peut pas tous les accueillir. On est face à un afflux massif de nouveaux migrants. Mais c'est clair, c'est clair. Moi, je peux comprendre qu'ils aient envie de venir ici. Ici, c'est bien. Hein, il y a tout ici, ils sont bien, mais on ne peut pas tous les accueillir. Ça, je suis d'accord avec toi. Tiens, regardez sur Internet. Le plus grand camp de réfugiés au monde. Au nord-est du Kenya se trouve le plus grand camp de réfugiés au monde, le camp de Dadaab. Il accueille plus de 400 000 réfugiés somaliens. Plus de 1400 personnes y arrivent chaque jour de l'Éthiopie, de la Somalie ou du Sud-Soudan. Vu l'afflux massif, s'est posé la question de construire un nouveau camp au Kenya. Même le Premier ministre kenyan a dit « Bien que nous devons prendre en compte notre propre sécurité, nous ne pouvons tourner le dos à ces réfugiés. » Et il a donné son accord en 2011 pour la construction d'un deuxième camp. Eh bien, il n'a pas froid aux yeux celui-là. Non, mais cherche encore. Hein. Moi, je suis certaine c'est un cas isolé. C'est pas possible. Ben non, c'est pas un cas isolé. Au Pakistan, à Jalozai se trouve l'un des plus grands camps de réfugiés au monde. Le Pakistan accueille 3 millions de réfugiés afghans depuis le début de la guerre en Afghanistan. Les camps du tiers-monde accueillent beaucoup plus de réfugiés que nos pays d'Europe. Ok, je te l'accorde, on s'est planté. Ok, le tiers-monde accueille beaucoup plus de réfugiés que nous. Mais quand même, regarde les chiffres. À partir de 2007 jusqu'à aujourd'hui, il y a une augmentation exponentielle de réfugiés. C'est quand même effrayant. Et je me demande, je n'ose pas imaginer ce que ça doit être terrible, mais si l'on compare les chiffres à partir de 2000 jusqu'à aujourd'hui, ça doit être le triple, quadruple, je ne sais pas, mais ça me fait peur. Écoute, je vais chercher les chiffres sur les 20 dernières années. Accroche-toi, tombe pas de ta chaise. Je me dis. Ah ben mince alors. Il y avait 2 fois plus de réfugiés en 2000 qu'aujourd'hui. Lorsque les politiciens disent qu'il y a un afflux de réfugiés, ils ne donnent que les chiffres à partir de 2007. Et c'est vrai que si l'on regarde à partir de 2007, le nombre est en augmentation constante, ce qui fait évidemment peur à la population. Or, si on examine une période bien plus longue, à partir des années 1990 jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte que les chiffres actuels sont nettement moins élevés qu'ils étaient durant l'année 2000, où la Belgique a accueilli 2 fois plus de réfugiés qu'aujourd'hui. En 2000, il y a eu 42 691 demandes d'asile, presque 2 fois plus qu'aujourd'hui. En 2011, il y en a eu 25 479, un peu plus que la moitié. Tu te souviens comment ils ont critiqué Frontex, cette agence européenne qui a une infrastructure militaire pour nous protéger des migrants qui veulent arriver? Oui, je me souviens. Je trouvais d'ailleurs que ces critiques étaient un peu exagères. Moi, je trouve quand même normal que l'Europe se dote de moyens comme Frontex pour empêcher ces cohortes de migrants d'arriver. Oui, mais il paraît que les chemins empruntés par les migrants sont de plus en plus longs et de plus en plus dangereux. Des milliers de gens meurent chaque année en mer. Excellent. Excellent, ces sushis. Tu regardes, je tombe sur le témoignage d'un policier allemand. Il a participé à une opération à la frontière gréco-turque, une opération Frontex, celle à laquelle la Belgique a aussi participé. Ah, ça m'intéresse, lis-moi ça. Ça m'intéresse d'avoir le point de vue d'un policier, parce qu'il y en a marre hein, d'avoir le son de cloche des ONG. Il dit que les migrants ont été repoussés vers des champs de mines. Il dit que dans le vocabulaire des agents turcs, la notion d'asile n'existe même pas.
En voilà un qui a retourné sa veste. Il est bon tout à fait pour aller postuler auprès des ONG pro-migrants, hein, celui-là? Voici la carte des causes de décès des migrants. La première cause de décès des migrants, en orange, est la noyade. La deuxième, en rouge, est la faim ou le froid. Un peu partout durant leur périple, et même à l'intérieur de l'Union européenne. Quant aux migrants clandestins arrêtés en Grèce, ils se retrouvent détenus dans des conditions épouvantables, en grand nombre, dans une seule pièce, mineurs et adultes mélangés, sans soins médicaux, en attendant d'être expulsés du pays. Heureusement que j'ai fini de manger parce que ça me coupe l'appétit. Mais bon, écoute, des malheureux, il y en a partout. On va pas tout le temps s'en faire. Mais tout à fait, en plus on est en Europe, et l'Europe respecte tout de même les droits de l'homme. Mais évidemment, moi je suis sûre que quand des policiers européens arrêtent des migrants en mer, il y a quand même un peu de procédure, on leur demande, quand ils viennent de pays comme la Libye par exemple, eh bien, on leur demande s'ils veulent demander l'asile. Faux. Le directeur de Frontex lui-même a dit « On n'est pas mandaté pour ça ». Juin 2009, 75 boat people sont repoussés vers la Libye par Frontex. C'est dénoncé par Human Rights Watch. En avril 2011, 60 migrants qui ont dérivé des journées entières sont morts de faim et de soif en mer parce que personne ne les a secourus. L'embarcation avait pourtant été en contact avec un hélicoptère et un porte-avions français qui n'ont rien fait pour les secourir. Tiens, l'affaire Hirsi du 23 février 2012. Je lis quand même ici qu'il y a quelques petits problèmes avec Frontex parce que l'Italie vient de se faire condamner par la Cour des droits de l'homme pour avoir repoussé des migrants africains en haute mer. La Cour européenne des droits de l'homme, il n'y aurait pas moyen d'empêcher cette Cour de s'immiscer dans nos affaires intérieures? Mais sache que tu n'es pas seule à te poser la question. En Belgique, le Vlaams-Belang et la NVA l'ont posé. Et d'ailleurs, le Royaume-Uni aussi ont proposé de réduire les compétences de la Cour des droits de l'homme. Remettre en question la Cour de Strasbourg, ce n'est pas juste remettre en question les juges, mais c'est remettre en question les droits qu'ils défendent. On peut supprimer tous les instruments internationaux qui garantissent les droits de l'homme. On peut aussi abolir l'état de droit et instaurer une dictature. Mais dans le fond, c'est peut-être pas tout à fait cela que vous voulez. Il n'y a état de droit que si cet État accepte de se soumettre à un contrôle indépendant qui vérifie qu'il respecte les règles de droit qu'il s'est lui-même fixées. Il arrive qu'à l'occasion de ce contrôle, l'un ou l'autre État soit condamné. Quand cela arrive, l'État condamné doit se remettre en question et changer d'attitude, ou le cas échéant, modifier sa législation. Ok. Je suis pas contre les droits de l'homme. Et moi, ces listes de gens qui meurent aux frontières, ça me fend le cœur. Mais parmi les étrangers qui arrivent ici, il n'y a pas que des vrais demandeurs d'asile, il n'y a pas que des réfugiés, il y a aussi des fraudeurs. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, la preuve, c'est le discours de ces deux magistrats l'an dernier. Tu te souviens? Moi, je me souviens de leur nom. Il y avait l'avocat général près de la cour d'appel d'Anvers, Yves Liégeois, et l'avocat général Piet van den Bonn. Eh bien, ces deux magistrats ont dit que les migrants venus de l'Est fraudent fiscalement, fraude TVA, et socialement. Je me rappelle bien, ils étaient venus au Parlement où ils avaient longuement parlé des étrangers. Je cherche. Ils avaient comparé les étrangers à des taches de cancer pour notre société. Ça... Mais bon, écoute, je te dis ce qu'il dit. La fin de la démocratie est bien proche. Les problèmes deviennent ingérables. L'échec total de la politique de migration en est une expression. Les pratiques socio-économiques déstabilisantes des étrangers peuvent mettre en danger l'existence de notre état de droit. Tu te rends compte? Oui, c'est grave, hein? Eh bien, moi, je serais vraiment intéressée d'avoir les chiffres et les études sur lesquels ils se basent, hein? J'aimerais beaucoup lire ça. Il n'y a pas. D'ailleurs, si vous cherchez sur le net quelques cas de fraude à la TVA, vous allez trouver ceci.
Le dernier scandale trouvé sur le sujet est celui-ci. L'Europe parle de 4 personnes. Jacques, Marnix, Charles et Olivier. Des noms, bien de chez nous. T'as vu ceci? Le diamant envers soi éclaboussé? On peut effectivement se demander qui fait perdre plus d'argent à l'État belge. Depuis 2011, un scandale de fraude fiscale a éclaté à Anvers. Regarde ceci. 800 Belges ont dissimulé 700 millions d'euros en Suisse. Le procureur général d'Anvers, Yves Liégeois, celui qui a abondamment parlé des fraudes sociales et fiscales commises par les étrangers, il est à présent mis en cause publiquement parce qu'il semble vouloir mettre des bâtons dans les roues du substitut chargé de l'enquête sur cette fraude et qui entend bien la mener jusqu'au bout afin de traîner les diamantaires fraudeurs devant le tribunal correctionnel. C'est quand même étrange cette manière de procurer de ce procureur liégeois. S'acharner tellement sur les petits fraudeurs migrants et laisser comme ça filer les gros fraudeurs diamantaires. C'est d'ailleurs au point que le magazine Le Vif se demande s'il existe des liens entre diamantaires et juges. La Belgique a des efforts à faire pour accorder plus de moyens pour la poursuite de la criminalité financière. Mais ce n'est pas en changeant nos lois belges en matière d'asile et de migration que l'on change quoi que ce soit au problème de la fraude organisée. Il faut arrêter de faire des amalgames mensongers dans le but de durcir la politique belge en matière d'immigration. En fait, on parle beaucoup plus de migrants pauvres qui fraudent que des gros fraudeurs locaux. Dans le cas que l'on vient de voir, il s'agit de fraude fiscale, mais il n'y a pas que de la fraude en Belgique qui fait perdre des sommes colossales à l'État belge. Oui, notre sécurité sociale est en danger, mais en pointant les étrangers, on se trompe. Revenons à nos moutons. Moi, je parle des étrangers fraudeurs. Oui, Les mariages blancs, par exemple, ça existe. tout à fait. Il y en a Ah. beaucoup, hein? Je vous entends parler de mariage blanc. Vous savez que je suis victime de ce... Ah bah voilà. En voilà un, victime. J'ai un enfant avec une femme que j'adore, que j'aime, et qui est la mère de mon fils actuel. Et que quand on a voulu nous marier, l'officier d'état civil a jugé que c'est un mariage blanc. Pour la simple raison que ma compagne est sans papier. Alors que vous avez un enfant. Donc voilà, bien sûr qu'on a un enfant. Et quand je lui pose la question, comment vous expliquez que nous avons un enfant ensemble si notre mariage n'est pas si on n'est pas sincère, on ne va jamais faire cet enfant. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Non. Que vous l'avez juste fait, cet enfant, pour nous prouver que c'est un mariage sincère. Par contre, c'est un mariage de complaisance. Moi, j'estime que c'est un mariage de complaisance. Un enfant de complaisance alors ici. Ouais, et un enfant en blanc. On vous convoque tous les deux, on vous met séparément et on vous pose des questions à savoir si, comment dirais-je, vous connaissez le plat préféré de votre compagne ou quel est, comment on appelle, où se range le fer à repasser. Ou bien, Si quel mon est... mari devait savoir où est rangé le fer à repasser chez nous. Et moi je n'ai pas de fer à repasser, je n'utilise pas ça. Ah. Ou bien d'autres questions comme à savoir que la date d'anniversaire de vos parents, par exemple. Et quand on n'arrive pas à répondre correctement ou on ne donne pas de réponse satisfaisante, comme eux, ils l'entendent que vous répondiez, ils vous disent que c'est un mariage de complaisance. Et très bon. Oui, effectivement. Donc, tout est pourri. Ok. Voilà, je vous laisse à votre... Merci monsieur de votre témoignage. Et je vous en prie. C'est une exception, hein, à mon avis. Hein. Mais quand même, les migrants, ça coûte cher, hein? Avec toute la sécurité sociale qu'ils engloutissent. Ce sont nos impôts, hein? On va quand même pas dire le contraire. Il existe des études très sérieuses sur les effets économiques de l'immigration. En France, des chercheurs ont travaillé sur les chiffres. Ils ont additionné tout ce que les immigrés coûtent en allocation de chômage, en retraite, en allocation familiale, en soins de santé, en aide au logement, en éducation, en aide sociale. Ils sont arrivés pour l'année 2009 à presque 48 milliards d'euros. Puis,
Ils ont calculé combien ces mêmes immigrés rapportaient via les impôts, taxes, cotisations sociales, etc. et ils sont arrivés à la somme de 60 milliards. 60 milliards moins 48 milliards, cela nous fait un solde positif de 12 milliards d'euros. 12 milliards d'euros de solde positif? Tu te rends compte? Ben ça alors? En Belgique, une étude a aussi été faite qui montre que l'immigration augmente le revenu de l'ensemble de la population locale. Et l'étude termine par ces mots: celui qui voit dans l'immigré une sangsue vidant les caisses de la sécurité sociale est manifestement erroné. L'immigration a une contribution plutôt positive aux finances publiques et c'est là d'autant plus que le flux migratoire permet de rajeunir en permanence la population. Attends, on va aller jusqu'à nous dire que les migrants ne nous coûtent rien. Ah si, les enfermer et les expulser, cela coûte cher à l'État. Il ressort d'une question parlementaire que l'expulsion par vol sécurisé de 3 Nigériens vers le Nigeria a coûté un peu plus de 39 000 euros, ce qui fait une moyenne de 13 000 euros pour l'expulsion d'une seule personne. Et ici, il n'est pas encore question de frais de centre fermé, mais uniquement les frais d'expulsion. Évidemment, on en parle très peu dans les journaux de ce coût énorme. En pleine période d'austérité, qui va toucher tous les secteurs, enseignement, crèche, pension, allocation de chômage, etc., etc. Maggie de Bloch va recevoir 26 millions d'euros supplémentaires qui vont être intégralement investis dans la politique d'expulsion et dans les nouveaux centres de retour. Eh bien, bravo! Allô? Oui? Non. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai quand même. Bon, ok, ça va, merci, au revoir. Il faut l'expulser l'Afghan. Oh merde. Là, faut qu'on y aille, hein. Ah oui. En fait, vous voyez, c'est vraiment pas drôle, en réalité. Et nous, par ce petit sketch, on a voulu vous montrer que c'est à travers le langage que sont véhiculés les préjugés, les stéréotypes, les idées négatives à propos de ceux qui sont jugés comme étant indésirables, et ici, en l'occurrence, les migrants. Le langage, c'est un outil politique, puissant et dangereux. C'est par lui que se véhiculent les peurs et les frustrations de la population. Et par lui, les hommes politiques essayent de focaliser sur les migrants toutes ces peurs et ces frustrations. Et ces peurs, elles sont bien présentes en cette période de crise.